Eh bien bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir de vous inviter à suivre une série de capsules relatives au protocole de synchronisation hormonale en reproduction bovine. J'avoue, j'ai eu beaucoup de plaisir à me replonger dans la physiologie de la régulation du cycle et dans ses mécanismes hormonaux. Et donc ce plaisir, je voulais le partager avec vous. Je disais que c'était une série capsules et elles sont au nombre de 8. Et elles vont aborder des thèmes relativement différents. Une première capsule, celle que je vous présente maintenant, dans un instant, sera relative au contexte zootechnique et physiologique de l'utilisation de ces protocoles. La capsule suivante aura pour thème les effets des hormones utilisées dans le cadre de ces protocoles de synchronisation. Nous verrons ensuite, car je crois que c'est une finalité même de ces protocoles, nous verrons ensuite les différentes étapes d'obtention d'une gestation. La quatrième capsule va s'attarder de manière un peu plus spécifique au protocole OFF-SYNC, un des plus anciens protocoles de synchronisation. Mais nous n'en resterons pas là, puisque dans la cinquième capsule, nous allons envisager des modifications de ce protocole. Et c'est ce qu'on appelle les protocoles de pré- et de resynchronisation. Bien entendu que les effets de ces protocoles OFF-SYNC dépendent de différents facteurs. Et entre autres facteurs, il est important d'induire dès le début du protocole l'ovulation du follicule éventuellement présent. Et nous verrons également quels sont les effets possibles de la progestérone. La septième capsule mettra l'accent sur l'importance d'obtention d'un diamètre optimal du follicule ovulatoire. Enfin, la huitième capsule nous permettra de comprendre pourquoi il est important d'avoir une concentration en progestérone aussi faible que possible au moment de l'œstrus, mais aussi l'importance d'une croissance optimale du corps jaune après cette ovulation. Voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à suivre ces 8 capsules que je n'en ai eu à les réaliser. J'ai voulu également aborder peut-être les choses de manière un peu différente et donc égayer votre apprentissage au moyen de questions. Ces questions sont purement formatives, elles sont de type vrai ou faux, ou certaines d'entre elles feront appel à des questions à choix multiples. Allons-y donc pour cette première capsule. Et prenons un peu de recul par rapport au contexte zootechnique et anatomique de leur utilisation. Est-ce que ces programmes sont vraiment fréquemment utilisés? Deuxième question que l'on peut se poser, de bien faire la différence entre un phénomène d'induction et un phénomène de synchronisation de l'œstrus et de l'ovulation. Il faut prendre du recul également puisque les hormones utilisées vont agir essentiellement sur les follicules et sur le corps jaune. Rappelons-nous ce que c'est qu'une vague folliculaire. Et enfin, il n'est pas inutile non plus de remettre l'accent sur les principales modifications folliculaires et lutéales que l'on peut observer au cours du cycle. Question formative, disais-je, je vous invite à prendre une feuille de papier, à numéroter la question et à répondre par vrai ou faux à cette première question. Rassurez-vous, je vous donnerai les réponses adéquates en fin de présentation. Première question donc, la synchronisation des ovulations fait appel à la GnRH. Vrai ou faux? Deuxième question proposée, les follicules recrutés ont un diamètre inférieur à 10 mm. Et troisième question de cette première capsule, l'effet lutéolytique de la PGF2-alpha s'exerce durant le métœstrus. Voilà les trois premières questions, on y reviendra en fin de présentation. Première chose dont il faut bien être conscient, c'est que on peut, au cours de ces années, de ces dernières décennies, constater une double évolution. La première de ces évolutions, c'est que la production laitière moyenne, sélection oblige, a considérablement, effectivement, augmenté au cours de ces dernières décennies.
et que dans le même temps, cette augmentation de la production laitière s'est accompagnée par une diminution effectivement de la fertilité. Première chose. Deuxième chose, on peut observer également qu'avec le temps, donc ici au cours des années 2003 à 2011 dans l'étude référencée de Bizzinotto, on peut constater qu'il y a eu une diminution sensible de l'intervalle entre vélages. Et que dans le même temps, au cours de la même période en fait, le nombre d'inséminations par gestation ou le pourcentage de gestation obtenu est resté relativement constant et tourne bon an mal an autour de 30%. 30% donc des inséminations s'accompagnent d'une gestation. Diminution de l'intervalle de vélage, maintien de cette fertilité. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'on sait, entre autres choses, que l'insémination requiert effectivement une qualité de détection de chaleur optimale. Et l'observation effectivement des signes pose un problème effectivement de temps à y consacrer. C'est un commun dénominateur effectivement au problème de fertilité rencontrée. Et c'est pour ce faire que différentes méthodes, on y reviendra bien entendu, mais ici, différents protocoles et différentes hormones, effectivement, ont été proposés à l'utilisation. Une alternative, bien entendu, c'était de renforcer la qualité de la détection avec différents équipements. Et ces différents équipements, on en a trouvé de différents types, placés au niveau de l'oreille, placés au niveau du cou, au niveau du rumen ou au niveau des membres. Et on a affaire à ce qu'on appelle aujourd'hui une vache réellement bionique. Ces différents systèmes étant capables de systématiser la prise d'informations, autorisant le choix du moment de l'insémination. C'était quelque part une alternative, bien entendu, à la détection de chaleur. Il est évident que ces différents systèmes ont, bien entendu, un coût. Alors revenons plus spécifiquement aux programmes hormonaux de synchronisation, et nous voyons ici qu'au cours des années, et on fait référence ici aux États-Unis, au cours des années de 1998 à 2011, on a observé effectivement une augmentation du recours à ces programmes hormonaux de synchronisation, dans des proportions très conséquentes. Cette observation a été également rapportée au Brésil, puisque en 2016, selon l'étude de Baruzelli, 85% des inséminations ont été effectuées de manière systématique, c'est-à-dire sans observation systématique des chaleurs, et donc un recours extrêmement important à ces protocoles de synchronisation. Il faut bien dire que les conditions d'utilisation sont quelque peu différentes, la taille des exploitations n'y est pas étrangère. Un commentaire, une définition, bien entendu, pour bien identifier la différence qu'il y a entre induction et synchronisation. Par induction, on entend un traitement hormonal qui induit l'apparition d'un œstrus chez une vache ou génisse cyclée ou non. Et ces programmes d'induction doivent être donc différenciés des programmes de synchronisation, puisque par synchronisation, on entend un traitement hormonal qui induit l'apparition d'un œstrus chez plusieurs vaches ou génisses cyclées ou non. Induire ou synchroniser, il faut savoir choisir. Il s'agit donc d'induire et de synchroniser soit l'œstrus, et la synchronisation de l'œstrus fera appel, suivant la cyclicité ou non de l'animal, à de la progestérone et à la PGF2-alpha, tandis que les programmes de synchronisation, elles concernent bien sûr l'œstrus, mais elles concernent aussi l'ovulation. Et cette synchronisation, cette induction plus systématique de l'ovulation va faire appel à la GnRH. Nous voyons ici les trois hormones largement utilisées dans le cadre de ces programmes d'induction ou de synchronisation de l'œstrus et ou de l'ovulation. Plongeons-nous un peu maintenant dans la dynamique folliculaire. Il est évident que l'ovaire renferme au niveau différents types de follicules.
La plus importante, c'est ce qu'on appelle bien sûr la réserve folliculaire. Et c'est de cette réserve folliculaire que vont être recrutés différents follicules. J'attire votre attention également sur l'échelle exprimant ici en millimètres le diamètre de ces différents types de follicules. Par réserve folliculaire, on a ici un ovaire où en surface, vu la taille des follicules, on n'observe pas grand-chose. Pas grand-chose macroscopiquement s'entend. Une fois les follicules recrutés, certains d'entre eux vont être sélectionnés. Cette sélection des follicules se fait parmi le pool des follicules recrutés. Et l'on voit bien sûr, vu que leur diamètre augmente, on voit en surface, par transparence, les follicules en question. Une fois sélectionnés, il va se faire que parmi ces différents follicules sélectionnés va apparaître un follicule dominant. Et forcément, ce follicule dominant aura, en voici un ici, aura bien sûr un diamètre nettement plus important. Et ce follicule dominant va poursuivre sa croissance et se transformer en follicule pré-ovulatoire. Follicule pré-ovulatoire dont le diamètre est quelque peu ici représenté, quelque peu supérieur au diamètre du follicule dominant. Le devenir de ces follicules préovulatoires, est de nature différente. Il peut bien entendu s'atrésier. Cette atrésie concerne le follicule préovulatoire, mais concerne également les follicules recrutés. Tous les follicules recrutés ne sont pas nécessairement sélectionnés. Donc ce phénomène d'atrésie est un phénomène extrêmement important au niveau ovarien. Ce follicule préovulatoire, et c'est le but bien entendu recherché, peut également évoluer jusqu'à l'ovulation. Et troisième situation possible, il peut continuer sa croissance et se transformer en un kyste ovarien. Et donc voici les trois évolutions: atrésie, ovulation ou évolution vers le kyste ovarien. Le cycle œstral, quelques mots bien entendu, parce que il est extrêmement important et va être à l'origine des effets plus ou moins positifs effectivement de ce programme de synchronisation. On le sait, le cycle œstral a une durée moyenne de 21 jours, mais comprise entre 18 et 24 jours. Classiquement, le cycle, on le fait commencer par l'œstrus, qui a une durée de 15 heures en moyenne. Et on va aussi voir que cette durée moyenne se trouve réduite avec l'augmentation de la production laitière. Cet œstrus fait référence aux œstridés, cette mouche qui émet un son continu lors du vol et qui énerve en quelque sorte les animaux. L'œstrus a comme signe caractéristique la monte passive. C'est l'élément déterminant, caractéristique d'un état œstral. Il se caractérise également, cet œstrus, par la présence, par palpation sur l'ovaire, on peut l'identifier par palpation ou par échographie, par la présence d'un follicule dominant pré-ovulatoire. Et bien sûr, il se traduit, vu l'augmentation de la concentration en œstrogène, par un écoulement muqueux. Cet œstrus est suivi par le métœstrus qui a une durée de 6 jours. Il se caractérise, ce métœstrus, par l'apparition, non pas de manière systématique mais fréquente, d'un écoulement muco-sanguinolent qui, rappelons-le, n'a aucune relation avec la présence ou non d'une ovulation préalable. Il se caractérise également par un corps jaune en formation, un corps jaune dit hémorragique. Il est suivi d'une phase diœstrale d'une durée moyenne de 12 jours. Phase diœstrale qui se caractérise, elle, par la présence effectivement d'un corps jaune, cette fois-ci complètement développé. À la suite du diœstrus, oui, petite note, ce corps jaune n'est pas systématiquement plein et il peut être qualifié également de cavitaire puisque on peut observer par échographie en son sein la présence d'une cavité de diamètre variable qui n'a aucune
connotation pathologique. Ce diœstrus est suivi par le proestrus et qui se caractérise par une chute de la progestérone. Durée moyenne de 3 jours. Suite à cette période proestrale, l'œstrus se réapparaît. On distingue donc bien au cours du cycle une phase progestéronique, métœstrus et diœstrus, et une phase œstrogénique, proestrus et œstrus. Voilà donc les 4 phases du cycle œstral de la vache rappelée. Et ces cycles œstrales se caractérisent par des vagues de croissance folliculaire. Allons-y donc pour voir ces différentes étapes de la vague de croissance folliculaire. Au début de la vague, il y a, et on en a déjà parlé, il y a bien entendu les follicules recrutés. Parmi ces follicules recrutés, une série de follicules va entrer en croissance, et c'est au sein de cette follicule en croissance que va être sélectionné un follicule dominant. Je dis un, mais ce n'est pas systématiquement un. Il peut se faire qu'il y ait une double croissance folliculaire, ce qui explique aussi les gémellités et les ovulations multiples que l'on peut observer. Ce follicule devient dominant à partir du moment où il atteint le diamètre de 8 à 10 mm, à partir du moment où il atteint cet important stade appelé déviation. Et ce follicule va exercer sa dominance de manière à la fois morphologique et fonctionnelle. Morphologique car c'est le plus gros follicule que l'on peut trouver sur l'ovaire, et fonctionnel car il va effectivement inhiber la croissance des follicules dominés. Phase de croissance, disais-je, mais cette vague, au cours de la vague, cette phase de croissance est suivie d'une phase statique. Donc la croissance stationne en quelque sorte avant qu'éventuellement ce follicule n'entre en atrésie. Et donc ce développement, cette phase de croissance, va aboutir à l'apparition d'un follicule préovulatoire qui aura un diamètre compris entre 10 et 20 mm. Et donc, comme déjà rappelé, l'atrésie est une des caractéristiques effectivement d'une majorité de ces follicules au cours de cette vague de croissance folliculaire. Alors, cette croissance folliculaire se fait en fait plus ou moins en parallèle avec, bien sûr, le développement lutéal au cours du cycle. Allons-y donc toujours rappeler ici à gauche l'échelle, bien sûr, en millimètres des structures en développement. Au cours de l'œstrus, bien entendu, l'œstrus c'est le début du cycle, et l'on voit que, en fait, classiquement au cours d'un cycle, vont apparaître 2 vagues de croissance folliculaire. La première émerge vers le jour 1 suivant l'œstrus, et la deuxième va apparaître au jour 11 de ce cycle. Ce cycle se compose, donc on l'a déjà rappelé, d'un métœstrus, caractérisé par la présence d'un corps jaune hémorragique, tandis que le diœstrus va se caractériser par un corps jaune de diœstrus, avant qu'on ne retrouve bien sûr les phases proœstrales et œstrales. Voilà pour ce qui est de la croissance du développement lutéal. De la réserve folliculaire va donc émerger une série de follicules recrutés, desquels vont être sélectionnés des follicules en croissance. La majorité de ces follicules en croissance vont entrer en atrésie, et donc, une fois rappelé, une fois encore, va être sélectionné un follicule dominant qui va poursuivre sa croissance. Au jour 11, une deuxième vague de croissance folliculaire va apparaître du fait, bien entendu, de l'atrésie de ce follicule dominant de la première vague. Ce follicule dominant de la première vague ne peut aboutir à l'ovulation puisqu'en même temps, il y a ici une phase diœstrale qui se caractérise par une concentration élevée en progestérone.
Le follicule dominant de la deuxième vague, quant à lui, va poursuivre sa croissance. Les follicules recrutés s'atrésident pour leur majorité. Et ce follicule dominant de la deuxième vague va poursuivre sa croissance du fait qu'effectivement, en proestrus, la concentration de la progestérone a considérablement diminué. Et donc, ce follicule en croissance de la deuxième vague va aboutir à l'ovulation. Il peut se faire que certaines vaches vaches ou génisses, présentent des cycles qui comportent 3 vagues de croissance folliculaire. Et ces 3 vagues de croissance folliculaire vont apparaître au jour 1, vont apparaître au jour 10 et au jour 17. Et ça va se traduire par une légère différence de la durée du cycle. Ces cycles ont une durée quelque peu allongée de quelques jours. Et donc voici cette première vague, cette deuxième vague et enfin cette troisième vague de croissance folliculaire, qui aboutissent bien sûr à une ovulation. Alors, d'aucuns, et notamment Sartori, s'est intéressé à caractériser les différences entre vaches et génisses en termes de croissance folliculaire, en termes de développement lutéal ou encore en termes de moment d'apparition de ces vagues. Et ici, ces différents paramètres qui, statistiquement, ne présentent pas de différence entre la génisse et la vache. Il en est de l'intervalle entre les ovulations, du jour de la lutéolyse, de la prévalence des cycles à 2 vagues, de la prévalence des cycles de 3 vagues, et de l'intervalle entre l'émergence de la dernière vague et l'ovulation. Par contre, il y a des différences assez caractéristiques. C'est le jour de l'émergence de la deuxième vague. Il est plus précoce chez la génisse qu'il ne l'est chez la vache. Il en est également de l'intervalle entre la lutéolyse et l'ovulation. On voit que cet intervalle est plus court chez la génisse que chez la vache. Une différence également, c'est que le follicule de la première vague s'accompagne beaucoup plus souvent en fait de 2 follicules dominants. C'est le vrai chez la vache par rapport à la génisse. Les ovulations multiples sont donc bien entendu beaucoup plus fréquentes chez la vache que chez la génisse, et ça entraîne bien entendu un risque plus grand de gémellité. Il en est également des différences en ce qui concerne le diamètre maximal du follicule ovulatoire. Il est de plus ou moins 15 mm chez la génisse, il est de plus ou moins 17 mm chez la vache. Et autre différence, elle concerne les concentrations des stéroïdes. C'est-à-dire que la concentration maximale en œstradiol est plus élevée chez la génisse qu'elle ne l'est chez la vache. Et il y en est également d'une différence en ce qui concerne la concentration en progestérone. Et en fait, ces différences entre vache et génisse sont imputables au fait simplement que la vache, à la différence de la génisse, produit du lait en quantité plus ou moins importante, et on peut comprendre que l'augmentation de la production laitière se traduit par un catabolisme, une activité hépatique beaucoup plus importante, et une activité catabolique de ces stéroïdes plus grande, ce qui explique ces différences de concentration. Revenons à nos 3 questions, mais cette fois-ci je vais vous donner les réponses. La synchronisation des ovulations fait appel à la GnRH. La réponse à la question était vraie. Vraie, puisqu'en effet, par définition, il ne faut pas confondre synchronisation de l'œstrus et synchronisation des ovulations. Deuxième question. Les follicules recrutés ont un diamètre inférieur à 10 mm. C'est tout à fait exact. Ils sont qualifiés de sélectionnés une fois atteint ce diamètre, et ce diamètre correspond à ce que nous avons appelé le stade de la déviation. Troisième et dernière question. L'effet lutéolytique de la PGF2-alpha s'exerce durant le métœstrus. Eh bien, c'est tout à fait faux. Cet effet lutéolytique ne s'exerce que durant le diœstrus.
Voilà, nous en avons terminé après cette introduction tout à fait générale. La deuxième capsule sera relative aux effets des hormones des protocoles de synchronisation. Et n'oubliez pas, si vous avez un commentaire, une remarque ou une question, il vous est tout à fait possible de m'envoyer un courriel à l'adresse christian.hansen@uliege.be. À bientôt.